L'effondrement d'un empire. La nuit où 3 vies se sont heurtées. À l'Étoile d'Or. Une réservation annuelle de 50 000 € dans le restaurant le plus exclusif de Madrid. Une bouteille de vin valant plus qu'une maison familiale. Le multimilliardaire Arturo Valdés sourit à la belle femme qui lui fait face. Sa maîtresse, Sofía Ruiz. Il célèbre une nouvelle affaire, une nouvelle vie, mais à seulement 10 tables de là, cachée dans une alcôve de velours, est assise une autre femme. Elle regarde une chaise vide, frottant doucement son ventre de 8 mois. De grossesse. Elle est son épouse, Elena Valdés. Et ce soir, à l'Étoile d'Or, 3 vies sont sur le point d'exploser. Restez avec moi pour écouter l'histoire incroyable et choquante de ce qui s'est passé lorsque ces 2 réservations sont entrées en collision. La voiture de luxe et l'homme à succès, la Mercedes-Benz classe S noire, un prédateur silencieux dans le canyon de ciment du quartier de Salamanca à Madrid, glissa jusqu'à s'arrêter sans faire de bruit. Le véhicule était si fortement teinté que le crépuscule d'octobre ne pouvait pénétrer son armure, créant un vide privé et insonorisé pour les 2 occupants à l'arrière. Arturo Valdés ne leva pas les yeux de son téléphone. Son pouce bougeait avec une efficacité impitoyable sur l'écran, rejetant un rapport trimestriel d'un glissement final et décisif. « Nous sommes arrivés, monsieur. » La voix du chauffeur, filtrée par l'interphone, était respectueuse jusqu'à la peur. Arturo grogna, levant enfin le regard. Il ne regardait pas la rue. Il regardait son reflet dans la vitre sombre, un homme taillé dans le succès froid et dur. Son costume était un Tom Ford sur mesure, le tissu si sombre qu'il semblait boire la lumière. À son poignet, une Patek Philippe Grandmaster Chime, un témoignage à 7 chiffres de son contrôle sur le temps lui-même, faisait tic-tac en silence. Il avait 42 ans. Il était le fondateur et PDG de Valdés Global Tech, et il croyait, avec la certitude d'un fanatique, que le monde n'était qu'une série de portes fermées. Et il avait acquis toutes les clés. À ses côtés, Sofía Ruiz bougea, et le mouvement fit chuchoter la soie de sa robe émeraude contre le cuir italien. « Arturo, » dit-elle, sa voix étant un ronronnement doux et pratiqué. « Range le téléphone, tu l'as promis. » Il se tourna enfin vers elle, et ses traits sévères s'adoucirent, mais seulement un peu. C'était le regard d'un homme qui admire une acquisition récente de haute valeur. Sofía avait 28 ans, un résumé de la perfection moderne. Ses cheveux étaient de la couleur du miel cher, ses traits affûtés et son ambition, qui irradiait d'elle comme une chaleur palpable, était ce qui l'avait attirée vers elle en premier lieu. Elle était vice-présidente senior dans sa propre entreprise, un détail qui ajoutait un risque délicieux et élevé à leur aventure. « Le monde ne s'arrête pas, Sofía, » murmura-t-il, glissant le téléphone dans sa poche. Il se pencha. Son eau de Cologne, un mélange personnalisé de oud et de vétiver, l'enveloppa. Mais, pour ce soir, peut-être qu'il peut aller plus lentement. Il l'embrassa, un geste de propriété qui avait moins à voir avec l'affection qu'avec la confirmation de la possession. Sofía accepta le baiser, sa main montante pour se poser sur son revers. Ses ongles étaient d'un parfait rouge sans amande. « Bien, parce que je ne te partagerai pas ce soir, ni avec ton entreprise, ni avec personne. » Le personne flotta dans l'air, une référence codée à la seule personne dont il ne parlait jamais par son nom, son épouse. Le chauffeur, déjà dehors, ouvrit la porte d'Arturo. Les sons du Paseo de la Castellana se précipitèrent. Une sirène lointaine, le klaxon poli d'un taxi, le murmure de la ville. Arturo sortit,
un roi émergeant de son carrosse. Il ajusta ses boutons de manchette, son regard parcourant l'entrée ornée de filigranes de bronze de l'Étoile d'Or. Ce n'était pas simplement un restaurant, c'était une forteresse d'exclusivité. On racontait que la liste d'attente pour une réservation était de 3 ans. On disait que l'entrée était refusée aux présidents si leur nom n'était pas sur la liste, mais Arturo Valdés n'attendait pas. Il payait une cotisation annuelle de mécénat de 50 000 €, ce qui lui garantissait la table 7, la meilleure de la maison, quand il le désirait. C'était une transaction, comme tout le reste dans sa vie. Il se tourna et offrit sa main à Sofia. Elle émergea comme une star de cinéma, sa robe accrochant la lumière au gaz des appliques. Le portier, une figure stoïque dans un lourd manteau de laine, inclina la tête. « Monsieur Valdés, un plaisir, comme toujours. »« Pierre » opina Arturo, sans rompre son pas. Ils entrèrent. Le changement fut instantané. Le chaos de la ville se dissolut, remplacé par un silence profond et opulent. L'air sentait l'argent ancien, la cire d'abeille et un arôme complexe de truffes. Le tapis était si épais qu'on avait l'impression de marcher sur de la mousse. Une lumière douce et beurrée émanait de chandeliers en cristal qui, comme Pierre avait l'habitude de s'en vanter, avaient été sauvés d'un petit château français. Pierre, le maître d'hôtel, un homme dont la vie entière était une étude de la panique contrôlée et du jugement subtil, se matérialisa devant eux. Il était grand, mince comme un roseau, et portait son smoking comme une seconde peau. « Monsieur Valdés, » dit Pierre, sa voix étant un chuchotement beurré et confidentiel. « Enchanté. Celle-ci doit être... » Il fit une pause. Ses yeux se dirigèrent vers Sofia avec une micro-expression de neutralité pratiquée. Il savait exactement qui était Elena Valdés, et celle-ci ne l'était pas. « Mon associé, mademoiselle Ruiz, » dit Arturo avec douceur, le mensonge sans effort. « Bien sûr, » se reprit Pierre instantanément, son sourire professionnel revenant en place. « Mademoiselle Ruiz, bienvenue. Votre table est prête. Table 7, comme demandé. » Il les guida à travers la salle à manger principale. L'Étoile d'Or était conçue comme une série de niveaux intimes en terrasse, chacun séparé par des cordes de velours et des balustrades ornées de laiton. Cette conception assurait que chaque table soit une île privée, mais que chaque convive soit aussi en vue. C'était un théâtre de la richesse. Les têtes se tournèrent au passage d'Arturo et Sofia. Les hommes regardèrent avec envie le pouvoir d'Arturo. Les femmes regardèrent avec un mélange d'envie et de calcul la robe de Sofia, sa beauté et son accompagnateur. La table 7 était dans une alcôve incurvée, légèrement surélevée par rapport aux autres. Elle offrait une vue panoramique de toute la salle, y compris les grandes fenêtres aux arches de marbre qui donnaient sur un jardin privé à la lumière des bougies. Une seule rose parfaite reposait dans un vase en argent sur la table. « Aurez-vous besoin du sommelier, monsieur, ou dois-je apporter l'habituel ?» demanda Pierre, tenant de la chaise de Sofia. « L'habituel, » dit Arturo, s'installant dans son siège. Il ne regarda même pas le menu relié en cuir qui avait la taille d'un petit atlas. « Très bien, monsieur. » Pierre fit une révérence et s'évanouit. « L'habituel ?» Sofia leva un sourcil parfaitement sculpté. « Un Romane Conti de 1993, » dit Arturo, ses yeux scannant la salle, évaluant les autres clients. Un rival d'un fonds spéculatif à la table 4, un sénateur à la table 11. « C'est adéquat, » rit Sofia, un son brillant et tintant qui était un peu trop fort pour la salle. Mais cela ne la dérangeait pas. Cela faisait partie de son attrait.
Il n'y a que toi, Arturo, pour qualifier d'adéquate une bouteille de vin de 30 000 €. Tout peut être amélioré, dit-il, son regard se posant enfin sur elle. Toi, par exemple, tu es éblouissante. Je me suis habillée pour l'occasion, dit-elle. Elle se pencha en avant, baissant la voix. Tu as dit que tu avais de bonnes nouvelles. Tu as dit que l'accord était conclu. Il sourit, une rare expression authentique qui illumina ses yeux froids. La fusion de Tokyo est finalisée. Le conseil d'administration l'a approuvé cet après-midi. Cela va ajouter 20 autres milliards d'euros à la valorisation de l'entreprise. À ta valorisation, corrigea-t-elle, ses yeux brillants. À notre valorisation, dit-il, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. Sa peau était chaude. Je te l'ai dit, Sophia, reste avec moi et tu auras tout ce que tu as toujours voulu. Un siège au conseil. Le monde. Et qu'est-ce que je dois donner en échange? Chuchota-t-elle, son pouce caressant le dos de la main de lui. Tout, répondit-il, sa prise se resserrant. Le sommelier arriva, présentant la bouteille comme s'il s'agissait d'un héritier nouveau-né. Le rituel de la dégustation commença, une performance de révérence et d'expertise qu'Arturo endura avec une légère impatience. Alors que le liquide rouge rubis était enfin versé, Arturo leva son verre. Au nouveau départ, Sophia. Nouveau départ, répéta-t-elle, ses yeux fixés dans les siens. Elle but, le vin teignant ses lèvres. Depuis sa position avantageuse, Arturo Valdés pouvait tout voir. Il était le maître de son univers, le centre de gravité dans une salle pleine d'étoiles. Il avait son pouvoir, sa richesse et la femme belle et ambitieuse face à lui. Tout était exactement comme cela devait être. Il se sentait intouchable. Il avait bien sûr tort. Car ce qu'il ne pouvait pas voir, ce que sa position avantageuse parfaite ne parvenait pas à révéler, c'était la petite alcôve avec rideau près de l'entrée, connue comme le coin des amoureux. Et il ne pouvait certainement pas voir les deux femmes qui venaient d'y être installées, dont l'une célébrait un anniversaire que son mari avait prétendu oublier. Le coin caché et le cœur brisé. Elena Valdés pressa une main sur le bas de son dos, un soupir silencieux s'échappant de ses lèvres alors qu'elle s'installait dans le velours luxueux du divan. Le bébé, son fils, était actif ce soir, une galipette inquiète de membres sous ses côtes. Il semblait faire des claquettes sur sa vessie, une sensation qui était à la fois miraculeuse et profondément inconfortable. « Ça va, elle ?» demanda Clara Benito, son front se plissant d'inquiétude. Clara, sa meilleure amie depuis leur première année à l'université, était l'opposé d'Elena. Là où Elena était courbe douce et grâce tranquille, Clara était angle vif et énergie fragile, une avocate de divorce qui en avait trop vu et faisait trop peu confiance. « Il est juste excité !» murmura Elena, souriant en frottant son ventre. Un orbe grand et parfait, sous sa robe de maternité bleu marine simple et élégante. Je crois qu'il aime la musique. Le coin des amoureux, comme l'avait appelé Pierre en les asseyant, était un petit salon semi-privé, caché juste après l'entrée principale. Il était enveloppé de lourds rideaux de velours, l'isolant de la salle à manger principale. Il était destiné au dîner tranquille et romantique, et son intimité était son principal argument de vente. Ce soir, cette intimité ressemblait moins à un luxe qu'à une quarantaine. Elena regarda à travers la petite table intime vers la chaise vide. Ce soir était, ou aurait dû être, leur 7e anniversaire de mariage. Elle avait réservé cette table il y a 6 mois, un geste grandiose et romantique. L'Étoile d'Or était l'endroit où Arturo l'avait demandé en mariage,
à cette même table. Elle avait imaginé une nuit de célébration tranquille, une dernière soirée romantique juste pour eux deux, avant que leur monde ne soit altéré en permanence et merveilleusement par leur nouvel arrivant. Puis à 4 heures de l'après-midi, le texto était arrivé. Quelque chose de critique avec la fusion de Tokyo. Je dois travailler toute la nuit. Reportons. Joyeux anniversaire. Elle avait pleuré, bien sûr, des larmes hormonales et de femmes enceintes qui la firent se sentir stupide. C'était toujours le travail. Le travail était la véritable épouse d'Arturo. Elle et le bébé n'étaient que des aventures de week-end. Elle avait été sur le point d'annuler, de passer son anniversaire seule avec un pot de glace artisanale et un drame historique. Mais Clara avait appelé. Elle l'avait entendu sangloter pendant exactement 30 secondes et avait déclaré « Absolument pas. Tu ne vas pas rester à la maison, enceinte et triste, pendant qu'il joue au maître de l'univers. Cette réservation n'est pas remboursable. J'arrive. Nous irons. Nous mangerons sa part de caviar. » Et elles étaient là, Clara dans un tailleur pantalon noir et affûté, prête à plaider une acquisition hostile. Elena se sentait seulement grosse et fatiguée. « C'est un porc », affirma Clara, buvant son champagne. Elena se limitait au jus de canneberge pétillant dans une flûte à champagne. Une gentillesse du personnel. « Ce n'est pas un porc, Clara. Il est simplement motivé, » se défendit Elena, bien que le mot sonnât creux même pour elle. Cette fusion est tout. C'est son héritage. Son héritage est assis juste ici, dit Clara, pointant avec emphase le ventre d'Elena. Son fils. On pourrait penser que cela justifierait qu'il se décolle d'une feuille de calcul pendant 2 heures. Reportons, il a envoyé reportons par texto. Pour votre anniversaire, il n'est pas bon avec les sentiments, dit Elena, une douleur familière commençant dans sa poitrine. C'était l'excuse qu'elle donnait pour lui, pour eux, depuis des années. Arturo n'était pas froid. Il était concentré. Il n'était pas distant. Il était occupé. Il n'était pas infidèle. Elle chassa cette dernière pensée. C'était une pensée sombre et venimeuse qui se glissait parfois dans son esprit aux premières heures du matin, quand elle était seule dans son lit caverneux et vide de son penthouse du Paseo de la Castellana. Arturo voyageait. Il avait des réunions tardives. Bien sûr qu'il en avait. Mais au cours des 6 derniers mois, ces réunions nocturnes étaient devenues plus fréquentes, son contact plus fugace, sa présence à la maison ressemblait plus à une apparition. Il avait été excité par le bébé au début. Il avait parlé de la dynastie Valdés. Mais, à mesure qu'elle était devenue plus grosse, plus réelle, il était devenu plus distant. « Eh bien, tant pis pour lui, » dit Clara, levant son verre. « À toi, Elena, à la femme la plus forte, patiente et franchement la plus indulgente que j'ai connue. Et au bébé Valdés, qu'il est ton cœur et mon instinct de tueur. » Elena rit, un son authentique et chaleureux qui fit sourire le sommelier qui passait. « Je trinque à ça !» Elle prit une gorgée de son jus, l'acidité vive sur sa langue. Le salon était calme, les lourds rideaux étouffant les sons de la salle à manger principale. Tout ce qu'elle pouvait entendre était la musique classique tenue et le murmure distant et poli du bonheur des autres. « Tu sais, » dit Elena, traçant le bord de son verre, « j'ai presque l'impression qu'il est ici. Je veux dire, c'était notre endroit. Ça fait bizarre d'être ici sans lui. » « Ça devrait faire bizarre, » dit Clara d'un ton sombre. « C'est un crime. Il devrait être ici, à te frotter les pieds et à te dire que tu es une déesse. Au lieu de cela, il est probablement dans une salle de conseil avec du café rance
et une bande de flatteurs. Helena hocha la tête, choisissant de le croire. C'était la seule façon de rester saine d'esprit. Elle l'imagina, la cravate desserrée, les manches retroussées, donnant des ordres et étant brillant. C'était un réconfort. Un serveur apparut, silencieux et élégant, pour prendre leur commande. Clara insista sur le menu dégustation complet, y compris le plat supplémentaire de caviar. « Mettez tout sur la note de M. Valdez », dit-elle avec un sourire de requin. Le serveur ne sourcilla pas. « Clara, tu es terrible », chuchota Helena, bien qu'elle fût reconnaissante. Le courage de Clara était un bouclier pour sa propre déception. « Je suis pratique », dit Clara. « Si l'homme ne te donne pas son temps, tu prends son argent. C'est la première règle du droit matrimonial. » Les premiers plats arrivèrent. De petites œuvres d'art exquises. Une seule huître avec une perle de yuzu. Une tranche de foie gras poêlé. Helena mangea, son appétit revenant lentement. Elle était ici. Elle était sortie. Et elle était avec sa meilleure amie. C'était mieux que d'être seule à la maison. Après le 4e plat, le bébé commença de nouveau sa gymnastique nocturne. « Ouf !» expira Helena, bougeant. « Je crois qu'il me donne des coups de tête dans les reins. J'ai besoin, tu sais, du pèlerinage de femmes enceintes de chaque heure. Vas-y. » Clara la congédia d'un geste. « Je garderai la corbeille de pain. » Helena sourit et commença le processus lent et maladroit pour sortir du salon. Elle dut glisser son gros ventre derrière la table, une manœuvre qui nécessitait une certaine contorsion. Enfin libre, elle se leva et lissa sa robe. « Je reviens tout de suite. Prends ton temps. » Helena écarta le lourd rideau de velours et sortit de l'alcôve. L'énergie soudaine et brillante de la salle à manger principale la frappa. La lumière semblait plus vive, le bruit plus fort. C'était une mer de gens beaux, des verres qui s'entrechoquaient et des rires bas et intimes. Elle se dirigea vers le fond, où se trouvaient les toilettes. Son chemin la mena le long du bord de la salle à manger principale en contrebas. Elle garda les yeux baissés, se sentant complexée par sa taille, ses chevilles enflées et ses chaussures plates et sensées. Elle était une baleine dans une mer de dauphins. Elle passa devant des tables de couples glamour, d'hommes à l'allure puissante en costume cher. C'était le monde d'Arturo. Elle ressentit une pointe soudaine et aiguë de solitude. Il lui manquait, même la version occupée, distante et obsédée par le travail. Son mari lui manquait. Elle était si perdue dans ses pensées, si concentrée sur sa destination, qu'elle enregistra à peine la table sur l'estrade surélevée à sa gauche. Elle entendit un rire, un son brillant et tintant, un peu trop fort pour la salle. Il capta son attention pendant une demi-seconde. Elle regarda. Un réflexe. Elle vit l'arrière de la tête d'un homme. Cheveux noirs, costume impeccablement coupé. Il semblait familier, terriblement familier. Il était penché vers une femme, une blonde impressionnante dans une robe verte. Le cœur d'Helena fit un bond étrange et douloureux. « Ne sois pas ridicule », se réprimanda-t-elle. « La moitié des hommes de cette salle ont cette coupe de cheveux. » Elle secoua la tête, rejetant la pensée, et continua à marcher. Mais l'image de la tête de l'homme, la ligne nette de son épaule, la façon possessive dont il se penchait, resta avec elle. Elle arriva aux opulentes toilettes de marbre et d'or, mais ses mains tremblaient. C'était juste la grossesse, se dit-elle. Les hormones, la déception de la soirée. C'était juste son esprit qui lui jouait un mauvais tour. Il le fallait. Le bar-toilette de l'Étoile d'Or était moins un service public qu'un sanctuaire. Chaque cabine était une pièce privée,
avec sa propre coiffeuse. Lavabo en marbre et tabouret tapissé de velours. Elena ferma la lourde porte en bois et s'appuya contre elle, sa respiration un peu trop rapide. Le bébé donna un coup, un choc dur et aigu dans ses côtes. « Tranquille, petit », chuchota-t-elle, plaçant une main sur l'endroit. « Maman est juste un peu bête. » Elle se regarda dans le miroir à la feuille d'or. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts et assombris par la fatigue. La femme qu'elle voyait semblait maternelle. Elle était la mère de l'héritier Valdés. Elle n'était pas la fille excitante et insouciante qu'Arturo avait épousée. Elle était une épouse, une future mère, une créature sûre, prévisible et domestique. Et la femme à la robe verte? Le bref aperçu qu'elle avait eu. Cette femme était du feu. Elle était affûtée, éblouissante et dangereuse. Elle était tout ce qu'Elena n'était pas en ce moment. « Assez !» Elle s'aspergea le visage d'eau froide. Le choc la fit revenir à la réalité. « Tu laisses Clara te monter la tête. Arturo est dans une salle de conseil. Il travaille. Il t'aime. Il aime ce bébé. » Elle le répéta comme un mantra, une prière contre la peur irrationnelle et rampante. Elle prit plusieurs grandes inspirations. Elle réappliqua son rouge à lèvres, un rose doux et neutre, et passa ses mains dans ses cheveux châtains roux. Elle était Elena Valdés. Elle n'allait pas s'effondrer dans les toilettes d'un restaurant parce qu'elle avait vu un homme avec la coupe de cheveux de son mari. Elle se recomposa, lissa sa robe sur la courbe de son ventre et ouvrit la porte. Elle retournerait à sa table. Elle profiterait de son dîner à 400 € avec sa meilleure amie. Elle retournerait dans son penthouse vide et le matin, Arturo rentrerait à la maison, sentant le café rance et le succès, et l'embrasserait sur le front. Et tout irait bien. Elle sortit de nouveau dans la petite antichambre moquettée. Juste au moment où elle le faisait, la porte de la salle à manger s'ouvrit et une autre femme entra. C'était la blonde de la table. Elena se figea. De près, la femme était encore plus impressionnante. La robe émeraude était en soie, s'accrochant à un corps qui était mince et tonique. Ses cheveux étaient parfaitement illuminés, son maquillage impeccable, ses lèvres d'un rouge audacieux et sûr. Et elle était jeune. Très, très jeune. Sofía Ruiz s'arrêta, ses yeux bleu glace perçants parcourant Elena. Ce fut une évaluation compétitive et réfléchie, un scan de la tête aux pieds qui assimila le ventre gonflé, la robe simple et les chaussures plates en une demi-seconde méprisante. Elle considéra qu'Elena n'était pas une menace et se tourna vers le miroir, sortant un étui doré de son minuscule sac à main brillant. Le cœur d'Elena était un tambour contre ses côtes. Elle ne pouvait pas bouger. Elle resta simplement là, invisible, observant cette créature rayonnante. Elle ressentit une urgence soudaine et désespérée de lui demander « L'homme avec qui vous êtes? Lui? A-t-il les cheveux noirs? Porte-t-il une montre Patek? » Mais elle ne dit rien. Elle était une statue, enracinée par une peur si profonde qu'elle lui vola la voix. Sofía commença à tapoter son nez parfait, apparemment inconsciente de la présence d'Elena. Puis, elle ouvrit de nouveau son sac à main pour sortir son rouge à lèvres. Il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur. Un objet petit, noir et rectangulaire. Un enregistreur vocal numérique. Les doigts de Sofía l'effleurèrent, et rapidement, presque avec culpabilité, elle le poussa vers le bas. Elena fronça les sourcils. Quelle chose étrange à porter dans un sac de soirée. Sofía appliqua le rouge à lèvres d'une main ferme et pratiquée. Elle pinça les lèvres dans le miroir et ensuite, satisfaite, ferma l'étui. Elle donna à ses cheveux un dernier mouvement sûr et se tourna pour partir.
Elle frôla Helena sans un second regard. L'arôme de son parfum, un floral lourd et exotique. Fracas, restant dans l'air comme un défi. Helena resta là pendant une autre minute complète, l'odeur du parfum l'étouffant. La peur n'était plus irrationnelle. C'était une pierre froide et lourde dans son estomac. Je dois le voir. La pensée fut un ordre. Elle devait voir son visage. Elle devait se prouver à elle-même qu'elle était folle, que ce n'était pas lui, pour pouvoir retourner et finir son repas. Elle poussa la porte et retourna dans la salle principale. Cette fois, elle ne regarda pas vers le bas. Ses yeux étaient fixés sur la table sept. Son chemin de retour vers l'alcôve était différent. Il l'amena à passer de l'autre côté de l'estrade surélevée. Elle pouvait voir la table clairement maintenant. Elle vit la robe émeraude d'abord, un éclair de vert brillant. Elle vit les cheveux blonds. Elle vit la main de Sophia, reposant sur la table, entrelacée avec les doigts de son mari. Son sang se changea en glace. Elle cessa de marcher. Le restaurant, la musique, le tintement des verres. Tout recula dans une statique distante et rugissante. Seul existait le tableau face à elle. C'était Arturo. Il n'y avait pas d'erreur. C'était son profil. Le nez fort et patricien. La mâchoire déterminée. Les cheveux noirs, épais, impeccablement coupés. Il portait le costume qu'il s'était fait faire à Savile Row l'année dernière. Il portait la montre qu'elle lui avait offerte pour leur 5e anniversaire. Il n'était pas dans une salle de conseil. Il ne buvait pas de café rance. Il était ici, à sa table, pour leur anniversaire, tenant la main d'une autre femme. Il souriait. Un vrai sourire sans protection. Celui qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Il était penché, écoutant Sophia parler. Ses yeux fixés sur le visage d'elle avec une intensité, une adoration, qui vola le souffle à Helena. Il semblait heureux, il semblait amoureux. La main d'Helena vola à sa bouche. Un son, un petit halètement étouffé, s'échappa d'elle. Elle se sentit étourdie, le sol semblant s'incliner sous ses pieds. Le bébé donna un coup violent, comme s'il ressentait la douleur soudaine et catastrophique de sa mère. Arturo, comme s'il sentait un changement dans l'atmosphère, un changement dans la pression de l'air, tourna la tête. Ses yeux, froids et bleus, balayèrent la salle, cherchant peut-être un serveur, ou peut-être inspectant simplement son domaine. Et puis, ils la trouvèrent. Son sourire ne fit pas que s'effacer. Il fut anéanti. Son visage, en un instant, transformé. L'adoration s'évanouit, remplacée par un masque de choc pur et inaltéré. La couleur se draina de sa peau, le laissant d'un blanc cireux et grisâtre. Sa main, celle qui tenait celle de Sophia, se retira brusquement, comme s'il s'était brûlé. Sophia, sa tête tournant pour voir ce qui l'avait horrifiée à ce point, regarda Helena. Son expression était d'un agacement simple et confus. Qui est cette femme enceinte? Et pourquoi gâche-t-elle notre soirée? Mais les yeux d'Helena étaient fixés sur Arturo. Le temps, qui s'était arrêté, se fractura maintenant. Dans cette seconde unique et brisée, Helena vit toute sa vie, son mariage, son futur, sa famille, volée en 1000 éclats irréparables. Elle vit les nuits tardives, les voyages d'affaires, la distance croissante, les textos dédaigneux. Ce n'était pas le travail, c'était elle. C'était Sophia. Arturo. Le nom n'était pas une question. C'était un murmure de trahison profonde et agonisante. Ce fut le son d'un cœur se brisant, et ce fut suffisamment fort pour traverser les 3 mètres de tapis moelleux qui les séparaient. « Arturo Valdés »
dit Clara Benito, sa voix tranchante comme du cristal. Elle était apparue aux côtés d'Elena, une serviette encore serrée dans la main. Elle avait vu Elena se figer, avait vu la direction de son regard, et était venue enquêter. Maintenant, elle fixait, son visage un masque de rage absolue et incandescente. Arturo Valdés, fils de pute! La voix de Clara, contrairement au murmure d'Elena, traversa le murmure poli du restaurant. À la table septe, Arturo Valdés s'était levé, tirant sa chaise en arrière. Elle heurta la barrière en laiton, avec un bruit sourd et lourd. Le son, suivi par la malédiction sans filtre de Clara, provoqua un effet domino. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Le théâtre de la richesse avait soudainement une nouvelle pièce inattendue. Sofía Ruiz était aussi debout maintenant. « Arturo, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? » Sa voix était aiguë, confuse, mais pas encore effrayée. Juste agacée. « Elena, » dit Arturo, sa voix basse et étouffée. Il fit un pas vers elle, sa main à moitié levée, non dans un geste de réconfort, mais comme pour la chasser, pour la repousser dans les ombres. « Toi, tu ne devrais pas être ici. »« Moi, je ne devrais pas être ici, » répéta Elena, sa voix tremblant mais montant en volume. Le choc était en train de brûler, remplacé par une fureur froide, blanche et brûlante. « Je ne devrais pas être ici, dans notre restaurant, pour notre anniversaire? Où? Où devrais-je être, Arturo? À la maison? À t'attendre? À pleurer dans un pot de glace pendant que toi, tu es ici avec elle. » Elle pointait Sofía, tout son bras tremblant. Pierre, le maître d'hôtel, se dirigeait vers eux, son visage pâle, son calme professionnel, complètement détruit. Ce n'était pas un client mécontent, c'était une catastrophe. « Madame, monsieur, s'il vous plaît, nous avons un salon privé. Enlevez vos mains d'elle. » Louis lança Clara alors qu'il essayait de guider Elena avec douceur. « Ne la touchez pas. Arturo !» exigea Sofía, sa main maintenant sur son bras. Elle sentait enfin le danger. Ce n'était pas une ex-folle, c'était autre chose. « Qui est cette femme? Dis-le-moi tout de suite. » Arturo semblait piégé. Un magnifique cerf pris dans les phares. Ses yeux bougèrent du visage d'Elena, sillonnés par des larmes soudaines et brûlantes, à celui de Sofía. Dur de suspicion. Aux douzaines d'autres convives qui regardaient maintenant ouvertement. Certains levaient même discrètement leur téléphone, les petites lumières rouges d'enregistrement clignotant dans la lumière tamisée. « Cesse! Elle n'est personne! » bégaya Arturo. Son premier instinct fut de mentir, minimiser, contrôler. Elle est confuse. Confuse? Elena laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. « Je suis confuse. Je suis enceinte de 8 mois de ton fils, Arturo, et tu es ici avec cette stagiaire? VP, en fait, » coupa Sofía, un réflexe avant que le reste des mots ne la frappe. « Attends, enceinte? Fils? Arturo, de quoi parle-t-elle? » Les yeux bleu glace de Sofía se fixèrent sur le ventre d'Elena, le voyant vraiment pour la première fois. La couleur se draina de son visage. « Il m'a dit qu'elle était son épouse, » dit Sofía, sa voix tombant, devenant froide. « Il m'a dit que le mariage était fini, que c'était une formalité. Il a dit que tu étais... » Elle s'interrompit, regardant Arturo. « Tu ne m'as jamais dit qu'elle était enceinte. » C'est compliqué, réussit à dire Arturo, essuyant une goutte de sueur de sa tempe. Son masque de contrôle fondait sous les lumières chaudes de l'humiliation publique. Compliqué?
La voix d'Elena était maintenant un cri. Elle s'en fichait. Le barrage s'était rompu. Toutes les soirées tranquilles, tous les dîners solitaires, toutes les réunions nocturnes excusées, toutes les déceptions ravalées éclatèrent. Je vais te dire ce qui est compliqué, Arturo. La fusion de Tokyo. C'est comme ça que tu l'appelles. Travailler toute la nuit? Est-ce que cela que tu planifiais? Elle fit un pas de plus, et pour la première fois, Arturo se recroquevilla. Il regarda son épouse, la regarda vraiment. Son visage baigné de larmes, son corps gonflé de son fils, ses yeux brûlants d'un feu qu'il n'avait jamais su qu'elle possédait. Et il ressentit un éclair de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis une décennie. La peur. « Elena, pas ici », supplia-t-il, sa voix basse et urgente. « Tu fais une scène. Pense au bébé. »« Penser au bébé ?» cria-t-elle. « Tu oses me parler de ce bébé maintenant? Il m'a dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, » dit Sophia, les mots tombant comme des pierres dans le silence profond et absolu. Même la respiration de Clara s'arrêta. Elena tourna la tête très lentement pour regarder Sophia. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? » Sophia regarda Arturo, ses yeux plissés en fente. La compréhension se faisait jour en elle. Elle avait été trompée autant que l'épouse. « Il m'a dit que vous étiez mariés, oui, mais il a dit que c'était un mariage de façade, un arrangement d'affaires. Il a dit que toi, tu avais un problème, que tu ne pouvais pas, que tu étais stérile. C'est ce qu'il a dit. Mon épouse est stérile. » Le mot stérile résonna dans la salle silencieuse. Le regard d'Elena revint à Arturo. C'était un regard de clarté si profond et dévastateur qu'il le fit reculer. C'était une blessure plus profonde que l'infidélité. C'était une trahison de son corps, de son espoir, de son être même. C'était l'homme qui l'avait serré dans ses bras quand le médecin leur avait dit que ce serait peut-être difficile. C'était l'homme qui avait souri quand elle lui avait enfin, miraculeusement, montré le test positif. « Tu lui as dit que j'étais stérile », chuchota-t-elle. Arturo n'avait pas de mots. Son empire était construit sur des mensonges, et toute la structure s'effondrait sur sa tête. « Pendant que j'étais à la maison, » continua Elena, sa voix gagnant une force silencieuse et terrifiante, subissant des traitements de FIV, pendant que je m'injectais 2 fois par jour des hormones qui me rendaient malade et folle, pendant que je luttais pour te donner la dynastie Valdez. Toi, tu étais en train de lui dire que j'étais stérile. Elle commença à avancer vers lui. « Elena, écoute-moi, » dit Arturo, levant les mains. « Elle ment. Elle essaie de... » « Je mens? » La voix de Sophia était du pur venin. Elle aussi avait été humiliée. On lui avait vendu de la marchandise avariée. Elle était la VP brillante, mais elle avait été trompée par le plus vieux mensonge du manuel. Dis-lui, Arturo, dis-lui pour l'appartement que tu as loué sur le Paseo de la Habana. Dis-lui pour le voyage d'affaires à Saint-Barthélemy. Dis-lui pour les promesses que tu as faites. Dis-lui comment tu allais quitter ton épouse stérile et malade dès que la fusion serait terminée. Sophia se tourna vers Elena, une solidarité soudaine, étrange et effrayante dans ses yeux. Il n'allait jamais te quitter. Il n'allait pas me quitter non plus. Il allait simplement nous avoir toutes les deux. N'est-ce que pas? Arturo, l'épouse et le bébé pour le public, et moi pour lui. Pourquoi étais-je là, Arturo? Le travail toute la nuit? Tais-toi, Sophia, siffla Arturo, sa voix devenant enfin laide. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je sais exactement de quoi je parle.
répliqua Sophia, sa voix montant. Elle était une battante. Elle n'était pas devenue VP à 28 ans en étant une sainte nitouche. Et j'ai des preuves. Elle mit la main dans son minuscule sac à main et sortit le petit enregistreur numérique noir. Elle le tint en hauteur, un petit objet sombre qui sembla absorber toute la lumière de la salle. « Tu m'as enregistré ?» Le visage d'Arturo passa de pâle à cendreux. Ce n'était plus un scandale personnel. C'était un scandale d'entreprise. La fusion de Tokyo. Les confidences sur l'oreiller. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tout, dit Sophia, un sourire sombre jouant sur ses lèvres rouges parfaites. Chaque promesse, chaque mensonge, chaque petite information privilégiée que tu m'as chuchotée après que nous ayons travaillé toute la nuit. Toute la salle haleta. Ce n'était plus un drame domestique, c'était un crime fédéral. Clara Benito, l'avocate, fut la première à réagir. Ses yeux s'ouvrirent, non pas d'horreur, mais avec un intérêt professionnel et aigu. Mais Elena ne regardait pas Sophia. Elle regardait Arturo. Et à ce moment, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle vit le masque du multimilliardaire, le titan de l'industrie, tomber. Et en dessous, il n'y avait qu'un homme petit, terrifié et pathétique. La trahison fut si totale, si absolue, qu'un calme étrange s'empara d'elle. Le tremblement cessa. Les larmes séchèrent sur son visage. Elle regarda son mari, le père de son fils. L'homme qui venait d'être exposé comme un menteur, un tricheur et un criminel. Tout cela en l'espace de 5 minutes. Elle prit ce qui était le plus proche d'elle. Un grand verre élégant d'eau glacée d'une table de service voisine. Elle marcha droit vers lui, suffisamment près pour sentir le vin de 30 000 € dans son haleine, et d'une main ferme et délibérée, elle renversa le verre d'eau glacée sur ses cheveux, parfaitement coiffés et terriblement familiers. Le bruit de la glace frappant le sol fut comme un coup de feu dans la salle silencieuse. Le halètement des convives fut aigu et collectif. Arturo Valdés resta figé, l'eau glacée s'égouttant de ses cheveux. Par son visage choqué et sur les revers de son costume de 10 000 €, il semblait complètement et comiquement dégradé. Pendant 1 seconde, on n'entendit que le son des glaçons glissant sur le parquet poli. Alors, Sophia Ruiz, voyant sa soirée, son ascension et tout son plan de vie implosé, laissa échapper un rire court, aigu et hystérique. Eh bien, je suppose que la fusion a été annulée. Le charme se rompit. Le visage d'Arturo, qui s'était figé sous le choc, se contorsionna en un masque de rage pure et non dilué. Son humiliation avait trouvé sa cible, et ce n'était pas la maîtresse qui venait de menacer de l'exposer, mais l'épouse qui avait osé le défier. « Salope !» cracha-t-il, sa voix un grognement bas et venimeux. Il se rua en avant, agrippant le bras d'Elena, ses doigts s'enfonçant dans sa peau comme des griffes. « Tu vas payer pour ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. »« Enlève tes mains d'elle !» rugit Clara, se lançant vers Arturo. Elle était une battante en tailleur-pantalon et commença à le frapper dans le dos avec ses poings. « Arturo, tu me fais mal !» cria Elena, non pas à cause de sa prise, mais à cause d'une douleur soudaine, effrayante et chauffée à blanc qui lui traversa l'abdomen. Ce n'était pas un coup de pied, c'était une crampe profonde, lancinante et agonisante, qui lui coupa le souffle et lui fit plier les genoux. « Ah !» haleta-t-elle, sa main volant de son bras à son estomac. Elle se plia en deux, son visage se vidant de toute couleur. Le verre d'eau qu'elle tenait lui échappa des doigts engourdis et se brisa sur le sol.
Elena. Clara cessa de frapper Arturo. Sa colère s'évapora instantanément en panique. Elle? Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé, haleta Elena, les yeux grands ouverts de terreur. Quelque chose ne va pas. J'ai mal, Arturo, j'ai mal. Toute la scène changea d'axe. Le scandale public, la maîtresse, l'enregistreur. Tout s'évanouit, remplacé par un drame beaucoup plus primaire et effrayant. Arturo lâcha son bras comme s'il avait été électrisé. Il regarda, sans voix, alors que sa femme enceinte, s'effondrait. « Appelez le 112 !» cria Clara à Pierre, qui était à proximité, se tordant les mains. « Une ambulance, maintenant de... » Pierre chercha son téléphone à tâtons, ses mains tremblant tellement qu'il faillit les le laisser tomber. Sofia Ruiz resta figée, l'enregistreur toujours à la main. Ce n'était pas une partie de son plan. Elle était venue célébrer, prête à profiter de sa position. Elle était passée à la vengeance, prête à le brûler. Elle ne s'était préparée, en aucune circonstance, à une urgence médicale. La vision de la femme enceinte, gémissant de douleur sur le sol de l'Étoile d'Or, était trop réelle, trop désordonnée. Le combat s'éteignit en elle. « Elena, respire !» dit Clara, tombant à genoux, sans se soucier des verres brisés. Elle était en mode avocate, mais sa voix tremblait. « Respire juste, ça va aller. Ce sont juste des contractions de Braxton Hicks. »« Non, ce n'est pas ça !» sanglota Elena, s'agrippant l'estomac. « Ce n'est pas ça! C'est trop tôt! Ceste! Mon Dieu! Ceste! Je suis mouillée! » Clara regarda vers le bas. Une tache sombre qui s'étendait trempait l'arrière de la robe bleu marine d'Elena. Elle avait perdu les os. « L'ambulance est en route, madame !» cria Pierre, sa voix se brisant de panique. « Ils disent de ne pas la bouger. »« Arturo !» chuchota Elena, ses yeux trouvant les siens. Elle était allongée sur le sol du restaurant le plus cher du monde, entourée de verres brisés, de glaçons et des ruines de sa vie. Et elle était terrifiée. « Arturo, s'il te plaît, le bébé. » À ce moment, il n'était pas son bourreau. Il était juste son mari, le co-auteur de la vie en elle. Arturo regarda son épouse, puis Sofia, qui reculait lentement, le visage pâle. Il regarda les autres convives, tous avec leur téléphone braqué sur lui, enregistrant ce nouveau et horrible chapitre. Il vit sa vie, sa réputation, son entreprise. Tout. Il avait construit un empire sur l'idée du contrôle froid et parfait. Et en une nuit, son épouse et sa maîtresse s'étaient unies pour le faire exploser. Une partie de lui, la partie froide et calculatrice, faisait déjà les calculs, le scandale, le prix des actions, l'enquête de la CC que le petit enregistrement de Sofia déclencherait sans doute. Sa vie était finie, mais une autre partie, une partie petite, enterrée et humaine, vit son épouse sur le sol, en travail prématuré, et c'était lui qui l'avait mise là. Il bougea. Il enleva sa veste de costume à 10 000 €, maintenant trempée et ruinée, et s'agenouilla à ses côtés. « Je suis là, Elena, je suis là. » Il prit sa main. Elle était froide et moite. « C'est ta faute, » haleta-t-elle, sa prise étonnamment forte. « Si je perds ce bébé, Arturo, jamais, jamais, je ne te pardonnerai. »« Tu ne vas pas perdre le bébé, » dit-il, la voix rauque. Il regarda Clara. « Apporte-moi des serviettes ou des nappes, quelque chose. » Clara, pour la première fois de sa vie, prit un ordre d'Arturo Valdés. Courant à la station d'un serveur proche et attrapant une pile d'épaisses serviettes en lin,
Sophia Ruiz observa comment se déroulait cette scène domestique et terrifiée. L'homme qu'elle croyait connaître, le multimilliardaire froid et puissant, était maintenant agenouillé sur le sol, son pantalon trempé, berçant son épouse. L'homme qui lui avait dit qu'elle était son futur. L'homme qui lui avait promis le monde. Elle réalisa avec un coup nauséeux ce qu'elle était. Elle était le vin adéquat. Elle était la cotisation de mécénat. Elle était une transaction. Et maintenant, face à cette réalité biologique brute, elle était non pertinente. L'humiliation qu'elle avait ressentie avant n'était rien comparé à cela. Elle avait été son accessoire. Et maintenant, elle n'était que des ordures jetées sur le sol. Elle regarda l'enregistreur dans sa main, sa preuve, son levier, sa bombe. Une résolution sombre et dure se posa sur son visage. Elle n'allait pas être non pertinente. Elle pourrait ne pas avoir l'homme. Et elle pourrait ne pas avoir le siège au conseil. Mais elle ne partirait pas sans rien. Pendant que le dos d'Arturo était tourné. Pendant qu'il chuchotait à son épouse. Pendant que Clara appliquait une pression. Rien vraiment. Juste en essayant de faire quelque chose, Sophia Ruiz, dans sa robe vert émeraude, se tourna. Elle marcha, à pas silencieux et délibéré, hors de l'alcôve, passant devant les tables atterrées et silencieuses et à travers les portes ornées de bronze. Elle ne courut pas. Elle marcha. Elle disparut dans la nuit froide et indifférente de Madrid, l'enregistreur numérique serré avec force dans sa main. Elle avait une interview à vendre. De retour au restaurant, le monde s'était rétréci à l'espace d'une seule table. « Où est cette ambulance ?» rugit Arturo, le multimilliardaire s'affirmant de nouveau, essayant de dominer la situation. « Elle est là. Ils sont là, » annonça Pierre, alors que 2 ambulanciers chargés d'équipements entraient en courant dans le restaurant, leurs uniformes formant un contraste fluorescent et choquant avec le décor opulent. Ils assimilèrent la scène, le multimilliardaire, la femme enceinte sur le sol, les verres brisés, la meilleure amie, avec des expressions pratiquées et sans sourciller. Ils avaient vu des choses plus étranges. C'était Madrid, après tout. « Maman, quel est votre nom ?» demanda le premier ambulancier, s'agenouillant près d'Elena. « Elena Valdés. Je suis à 32 semaines. » Elle haleta, son visage un masque de douleur. « 32 semaines? D'accord, nous allons prendre soin de vous. Nous allons vous emmener, vous et le bébé, à l'hôpital. Vous vous en sortez très bien. » Alors qu'il commençait à la déplacer habilement et doucement sur une civière portable, les yeux d'Elena trouvèrent ceux d'Arturo. Il se leva, impuissant, alors qu'il se préparait à la sortir. « Arturo, » chuchota-t-elle. « Je viens avec toi, » dit-il. « Je serai juste derrière toi. »« Non, » dit-elle, sa voix soudainement, et de façon effrayante, claire, coupant sa douleur. « Non, ne t'approche pas de moi. Tu n'es pas le bienvenu. Elena, ne sois pas ridicule, » commença-t-il. « Je suis son mari, » dit-il à l'ambulancier. « Et je suis son avocate, » lança Clara, se levant, son pantalon taché. « Et elle a dit non, que vous ne devez pas vous approcher d'elle. Vous en avez déjà fait assez. Allez chercher votre associé. » Les ambulanciers se regardèrent. Ils n'étaient pas assez payés pour s'impliquer là-dedans. « Nous l'emmenons à la clinique Rubert, » dit l'ambulancier principal à Arturo. « Vous pouvez nous suivre, mais vous ne montez pas dans la voiture avec nous. » Ils la sortirent,
le visage d'Elena pâle, ses yeux fermés par la douleur. Clara la suivit juste derrière eux, tenant sa main. Arturo Valdés resta seul. Il se tint dans les restes de la table sept, au centre de la salle à manger silencieuse et au regard fixe. Son costume était ruiné. Sa maîtresse était partie. Son épouse était en travail, et elle venait de le bannir publiquement et définitivement. Pierre, le maître d'hôtel, s'approcha lentement de lui, tenant un dossier relié en cuir. « Monsieur Valdés, monsieur », bégaya Pierre, le visage de la couleur du vieux parchemin. « La note. » Arturo regarda l'homme, puis la note, puis la salle pleine de visages qui jugeaient et chuchotaient, tous avec leur téléphone sorti. Jamais, dans toute sa vie, il ne s'était senti aussi complètement, totalement et publiquement impuissant. La résurgence d'Elena, la vengeance de l'épouse. Le penthouse du Paseo de la Castellana était silencieux. Une prison de 1000 mètres carrés où Elena récupérait. Pendant 2 semaines, elle avait été séparée de son fils. Le bébé, un garçon né dangereusement tôt à 32 semaines, était en soins intensifs néonatals. Il était, dirent les médecins, stable. C'était un battant. La mère d'Elena, Béatrice Alcocer, avait pris l'avion depuis Londres et avait pris le contrôle. Les serrures furent changées et un agent de sécurité privée fut posté dans le hall. Arturo Valdés n'était pas autorisé à entrer dans le bâtiment. Il était, selon les mots de Béatrice, une peste qui devait être éradiquée. On frappa doucement à la porte. « Chérie, » dit Béatrice, « Clara est là et elle a apporté de la puissance de feu. » Clara entra dans le salon, non plus la meilleure amie indignée, mais une professionnelle affûtée en tailleur sombre. Avec elle se trouvaient 2 hommes, Samuel Hermoso et David Rosa. Les avocats de divorce les plus létaux du cabinet. « Elle !» dit Clara à voix basse, s'agenouillant près de son divan. « Comment va Cacahuète? »« Il a gagné 100 grammes, » chuchota Elena, un sourire fragile touchant ses lèvres. « C'est un battant, » dit Clara avant de se lever. « Elena, voici Samuel et David. Ce sont les meilleurs. Nous avons besoin de discuter de tes options. »« Madame Valdés, » dit Samuel Hermoso, sa voix un aimable baryton. « L'avocat de Monsieur Valdés a envoyé une offre préliminaire ce matin. C'est insultant. » David Rosa, l'homme des chiffres, lut les termes. Le penthouse, une somme forfaitaire de 20 millions d'euros et 50 000 par mois en pension alimentaire. En échange de votre signature sur un accord de non-divulgation complet. Blindé. C'est une blague, dit Hermoso. Valdés Global Tech est, ou était, valorisé à plus de 80 milliards. Ce n'est pas une offre. Il essaie d'acheter votre silence pour pouvoir sauver son entreprise. L'entreprise était la véritable histoire. Les vidéos granuleuses de téléphone portable de l'Étoile d'Or étaient devenues virales. Mais le véritable dommage était arrivé 3 jours plus tard. Sofía Ruiz n'était pas allée voir un tabloïd. Elle était allée voir El Economista. Son interview révélatrice ne portait pas sur le sexe. Elle portait sur la malversation d'entreprise. L'enregistreur numérique contenait plus que de simples mensonges sur son épouse. Il contenait Arturo se vantant de manipuler les comptes, détaillant l'utilisation d'informations privilégiées dans la fusion de Tokyo et nommant une société écran aux îles Caïmans. L'interview de Sofía, combinée à sa remise de l'enregistreur à la CNMV, la Commission nationale du marché des valeurs, avait été une bombe nucléaire. Les actions de Valdés Global Tech s'étaient effondrées de 68%
en une seule journée. Le conseil avait suspendu Arturo de ses fonctions de PDG et la CNMV avait gelé ses actifs personnels. Il était désespéré. Il pense que vous êtes faible, hormonal et effrayé, continua Hermoso. Il a tort. Nous avons révisé vos contrats de mariage. Ils sont blindés à cause d'un détail, une clause d'infidélité standard. Son adultère très public annule tout l'accord. Mais le prouver, commença Elena. Le prouver? Les yeux de Clara s'illuminèrent. Elle, nous avons des déclarations sous serment de 22 convives et de tout le personnel du restaurant. Nous avons Pierre, le maître d'hôtel. Et Elena, nous avons une vidéo YouTube de ton mari tenant la main de sa maîtresse, qui a été vue par 50 millions de personnes. Nous n'avons pas besoin de Sophia. Dans le tribunal de l'opinion publique, c'est un monstre. Et toi, tu es l'épouse enceinte qui l'a trahi. Tu es une sainte. Elena se leva, marchant vers la fenêtre. Elle regarda le berceau vide, son esprit rempli de l'image de son petit-fils luttant pour sa vie. Tout cela à cause de la trahison d'Arturo. Le mot stérile résonna dans son esprit. « Faites-le », dit-elle. Sa voix n'était qu'un chuchotement. « Fais tout. Je veux que mon fils soit en sécurité. Je veux qu'il n'ait jamais à dépendre de cet homme. Pour rien. » Elle se tourna, ses yeux froids et clairs. « Et je veux une chose de plus. Je veux qu'il lui soit légalement interdit de voir son fils. Il n'a pas le droit d'être père. Il a renoncé à ce droit. » Samuel Hermoso ferma sa mallette, un léger sourire sur les lèvres. « Madame Valdés, ce sera un profond plaisir. » 6 mois plus tard, le procès pénal d'Arturo Valdés fut un spectacle public. Elena y assistait quotidiennement, une figure silencieuse et sereine. De l'autre côté de la salle, Arturo était un homme brisé, son empire en ruine après que Valdés Global Tech se fut déclaré en faillite. Le témoin vedette fut Sofia Ruiz, se peignant elle-même comme une lanceuse d'alerte manipulée. Son témoignage et son livre à succès scellèrent le destin d'Arturo. Il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 15 ans de prison fédérale. Elena abandonna la salle du tribunal et rentra chez elle. Son fils, Teodoro, avait maintenant 9 mois et était en bonne santé, le centre de sa nouvelle vie. Cette nuit-là, elle se tenait sur son balcon avec Clara, avec vue sur la ville. « Et maintenant ?» demanda Clara. Elena, désormais en contrôle des actifs sans valeur de la propriété Valdés, avait un plan. « Je vais vendre ce qu'il reste », déclara-t-elle, sa voix ferme. « Je vais lancer une fondation. Pour les femmes, pour les mères célibataires, pour les bébés nés trop tôt. » Clara sourit. « La fondation Teodoro Valdés ?» Elena secoua la tête, un sourire final et féroce sur son visage. « Non, pas Valdés. Il ne mettra pas son nom là-dessus. La fondation Elena Alcocer. Elle avait récupéré son nom et sa vie, et c'est l'histoire de comment, comme une seule réservation de dîner, elle a détruit un empire multimilliardaire. C'est une histoire percutante, tirée des gros titres, mais c'est aussi un rappel puissant que la vérité trouve toujours son chemin. La toile de mensonge d'Arturo, construite pour contrôler à la fois son épouse et sa maîtresse, est devenue la chose même qui l'a piégé. Elena, la victime qui l'a méprisée, est devenue la survivante qui a hérité des cendres. Et Sophia, la maîtresse, a prouvé être la joueuse la plus impitoyable de toutes. Qu'en pensez-vous? La vraie justice a-t-elle été rendue? Sophia était-elle une méchante ou un produit de la propre création d'Arturo? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous, si vous étiez au bord de votre siège en écoutant ce drame de la vie réelle. S'il vous plaît, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », car cela aide vraiment notre chaîne.
Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur s'abonner et touchez la cloche de notification pour ne jamais manquer l'une de nos histoires percutantes de la vie réelle. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo.